Bonjour, bienvenue à notre séance de la série Les prochaines étapes de la lutte contre la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées. Bienvenue à vous tous et toutes qui êtes des nôtres pour la première fois et merci à ceux qui sont des nôtres depuis le début du programme l'été dernier. Je suis Tania McDonald, je suis directrice de l'innovation et du développement stratégique ici à Excellence en Santé Canada et c'est moi qui animerai le webinaire d'aujourd'hui. J'aimerais commencer par reconnaître que je vous parle depuis mon bureau à Ottawa, qui se trouve sur le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. C'est un honneur pour moi que de prendre la parole depuis cet endroit. Nous sommes heureux d'offrir le webinaire d'aujourd'hui avec l'interprétation simultanée en français. Si vous souhaitez entendre cette séance en français, veuillez sélectionner le français dans le menu d'interprétation au bas de votre écran. Nous vous invitons à vous servir de l'anglais ou du français lorsque vous saisirez vos questions et commentaires dans la boîte de clavardage. Mais également, je vous rappelle que cette séance est enregistrée. Le résumé sera également mis à votre disposition après cette séance. Excellence en Santé Canada est un nouvel organisme qui se consacre sans relâche à l'amélioration des soins de santé pour tous au Canada. Lancé au printemps 2021, Excellence en Santé Canada réunit l'Institut canadien pour la sécurité des patients et la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. À l'été 2020, en réaction à la pandémie et à l'impact profond qu'elle a eu sur ceux qui vivent dans des foyers de retraite, des résidences pour personnes âgées, des établissements de soins de longue durée. Nous avons donc lancé le projet SLD+, visant à apprendre les uns des autres. SLD+, est une communauté de plus de 1500 établissements de soins de longue durée et résidences pour personnes âgées qui travaillent tous ensemble pour renforcer la réaction à la pandémie. C'est un plaisir que d'être ici pendant cette période. SLD+, ne serait pas possible sans les nombreux partenaires d'ESC. Nous souhaitons donc reconnaître la participation du BC Patient Safety Quality Council, Manitoba Institute for Patient Safety, l'Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick, la CMTS et l'AMC. Je me réjouis d'avoir la conversation d'aujourd'hui. Nous allons voir comment la pandémie a changé l'amélioration de la qualité des soins et plus précisément comment cela se répercute sur les établissements de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées. J'ai le plaisir de vous présenter Matthew Hill qui présentera la réaction de milliers de personnes qui travaillent à l'amélioration de la qualité des soins au Royaume-Uni. Il s'intéresse aux conclusions d'un récent rapport intitulé The Role of Improvement During the Response to COVID-19. Son rôle principal vise à aider la communauté de l'amélioration de la qualité à renforcer ses travaux. L'autre moitié de son rôle est de diriger le travail collectif qui s'appuie sur toute l'expertise et l'expérience de la communauté en matière d'amélioration de la qualité pour informer les politiques et pratiques dans le domaine de la santé et des soins. Avant de céder la parole à Matthew, je vais également présenter nos autres collègues qui permettront d'orienter les conversations et qui évoqueront les conclusions du rapport sur les soins de longue durée. Jennifer Cornell est directrice des soins de longue durée pour le comté de Grey dans le sud-ouest de l'Ontario. Le comté de Grey exploite 3 établissements de soins de longue durée qui accueillent 316 personnes. Jennifer est une leader respectée dans le domaine des soins de longue durée. Elle a occupé des postes de direction depuis une vingtaine d'années et Jennifer est dirigeante du service où on met l'accent sur la qualité des soins et des services, ainsi que les initiatives d'amélioration de la qualité. Christina est vice-présidente de l'amélioration du rendement et de l'innovation à Responsive Group. La vaste carrière de Christina a englobé de nombreux secteurs des soins de santé à la fabrication, à l'hôtellerie, aux services bancaires et à l'assurance, au Canada et à l'étranger. Christina se concentre sur l'identification et l'amélioration du rendement au moyen d'une approche centrée sur le client et les parties prenantes. Elle a fait ses classes à l'extérieur du secteur des soins de santé, donc elle apporte un point de vue extérieur pour relever les défis auxquels sont confrontés les membres du personnel de ce secteur. Merci à tous les 3 d'être des nôtres et sur ce, Matthew, je vous cède la parole. Merci, bonjour à tous. Merci Tania. Et merci d'ailleurs à vous tous de cette invitation de faire partie de ce webinaire. C'est un honneur pour moi que de partager une partie du travail avec vous tous et j'espère qu'une partie
de nos constatations s'appliqueront à votre contexte au Canada. Bien que le partage de nos travaux soit important, je me réjouis surtout d'entendre vos réflexions, les réflexions du panel, mais aussi les réflexions des participants par rapport à ce qui concorde avec votre expérience, mais aussi ce que vous remettriez en question. Alors, j'espère que nous pourrons tous réfléchir ensemble à ce qu'il faut apprendre et ce qu'il faut faire différemment en conséquence de ce moment très difficile que nous traversons depuis le début de la COVID-19. Alors, Tania a eu l'amabilité de me présenter, mais je vais vous donner un peu plus de détails sur l'endroit d'où je vous proviens. Alors, je travaille pour la communauté qu'on appelle Q. Q est une communauté connectée de milliers de personnes qui travaillent ensemble pour améliorer la santé et la qualité des soins partout au Royaume-Uni et en Irlande. Nous avons commencé en 2015 avec environ 250 membres fondateurs. Vous le voyez, nous faisons la forme d'un Q ici sur l'image. Et nous avons à présent 4500 membres. Nous avons un large éventail d'événements, d'opportunités de formation, de possibilités de connexion, de ressources d'apprentissage, de visites interorganisationnelles, de génération d'idées et aussi des petits montants de financement pour encourager le travail d'amélioration. Ça facilite le partage d'idées au sein de la collectivité pour que nous puissions apprendre les uns des autres et, au final, collaborer dans l'intérêt des résidents et des clients. Nous sommes dirigés par la Health Foundation avec le NHS et d'autres partenaires du Royaume-Uni. Nous avons été créés en réaction à l'examen Berwick, un examen sur la sécurité en Angleterre. Et nous avons maintenant un financement jusqu'en 2030. Nous avons donc une position très privilégiée. Nous voulons augmenter le nombre de nos membres pour atteindre 10 000 membres d'ici 2030. Alors, avant de partager nos réflexions au sujet du Royaume-Uni et d'Irlande, je voulais vous entendre par rapport à votre expérience de la pandémie jusqu'à présent. Nous avons donc une activité qu'on appelle le thé fou. Vous l'appellerez peut-être autre chose. Alors, je vais lire une phrase et je vous demande de compléter dans la boîte de clavardage. Je vous en prie, essayez. C'est rigolo. Alors, essayez, s'il vous plaît. Ne passez pas trop longtemps, répondez. Alors, si on songe à la pandémie, la première phase que je veux que vous complétiez, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'était. Et là, veuillez achever la phrase pour moi dans la boîte de clavardage. La chose que j'ai trouvée la plus difficile. Ah, très heureux de voir. Beaucoup de gens qui disent la cadence du changement, le rythme du changement, l'incertitude, l'isolement. Je vais demander à Tania aussi de lire ce qui est inscrit en français, le cas échéant. Pour le moment, ça va, rien en français. Alors oui, je vois beaucoup de gens parler de la vitesse du changement et la nature du changement. Merci. Alors la deuxième phrase, ben, c'est peut-être un peu plus complexe. J'ai, entre autres, appris à propos de la mise en œuvre de changements que, alors, entre autres, au sujet de la mise en œuvre des changements, ce que j'ai appris, c'est la vitesse à laquelle les changements se produisent. Oui, évidemment, il est souvent question de vitesse, convergence, oui, crainte, communication qui est la clé. L'importance de mobiliser la volonté de changer. De nouveau, la vitesse, on parle souvent de la vitesse. Alors, je vous donne quelques instants de plus. Formidable. Et la dernière phrase, et là, c'est le thème d'aujourd'hui. Si vous pensez à la pandémie, pour moi, l'amélioration a servi à. Quel a été le rôle de l'amélioration dans votre cas? Résilience, cruciale, fondamentale.
s'écarter des façons conventionnelles de faire les choses. Oui, c'est vrai. Je pense qu'on a un peu changé nos façons de faire les choses. Souplesse. Et enfin, partenariat et collaboration. Oui, formidable. Alors, continuez de répondre, mais nous allons poursuivre avec nos diapositives. Alors, j'espère que vous vous sentez un peu échauffé à présent. Alors, aujourd'hui, je vais partager les réflexions d'une enquête que nous avons menée auprès de notre communauté Q l'année dernière. Tandis que la pandémie nous frappait de plein fouet, nous entendions beaucoup de récits contradictoires sur le rôle de l'amélioration. D'une part, nous entendions que dans certains cas, l'amélioration était vraiment mise à l'avant pour aider les organismes à réagir rapidement. Mais d'autre part, il y avait aussi des exemples d'amélioration, ou du moins certains aspects de l'amélioration qui étaient marginalisés et éludés. Évidemment, à Q, nous pensons que les approches d'amélioration peuvent jouer un rôle important d'amélioration de la qualité des soins. Donc, il était donc crucial pour nous de savoir quel rôle jouait l'amélioration. Nous voulions comprendre cela de manière systématique et donc nous avons envoyé une enquête à l'ensemble des membres de Q, donc 29 questions à texte libre et nous avons reçu 225 réactions. Et pour étayer ces données, nous avons réalisé 12 entretiens de suivi pour approfondir certaines des réponses aux questions. Je dois dire que dans l'enquête et plus largement dans la collectivité Q, nous avons adopté un large cadre d'outils, de méthodes, d'approches et d'écoles d'amélioration, si vous voulez. Il y a beaucoup plus de détails dans le rapport complet qui vous a été remis ou qui est dans la boîte de clavardage, mais je vais me concentrer sur les recommandations et les conclusions principales. Et j'espère qu'elles seront non pas le point final sur le rôle de l'amélioration en période de COVID, mais j'espère que ce sera un tremplin utile pour amorcer une conversation aujourd'hui. Alors, les trois principaux constats de nos travaux. D'abord, nous avons trouvé que l'amélioration avait joué un rôle important pour les répondants pendant la pandémie. Un grand nombre d'entre eux estimaient que le rôle s'était accru au niveau individuel, collectif et organisationnel. L'amélioration a beaucoup servi de manière rapide. Donc, le modèle de l'amélioration, plus particulièrement les cycles PDSA ou PEA, étaient les outils les plus souvent cités. Et ils étaient jugés utiles, surtout parce qu'il fallait réfléchir rapidement ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas bien, surtout au début de la crise. Et surtout, ils étaient appréciés pour leur rapidité et leur simplicité. Nous avons aussi trouvé que l'amélioration était largement utilisée pour mobiliser le personnel et permettre aux équipes de travailler efficacement ensemble. Et je pense que cela montre les avantages de l'amélioration qui se concentre sur les personnes qui participent au changement. Nous avons trouvé que les outils qui favorisaient une communication ouverte et fréquente, comme les caucus, les tournées Schwartz et les outils semblables, permettaient d'encourager la sécurité psychologique et le bien-être du personnel en période très stressante et en évolution rapide. En plus que cela permettait de mobiliser le personnel de manière très rapide. Ce qui était moins utilisé, c'était la mesure et l'évaluation. Pourquoi? Eh bien, ça présentait des défis sur le plan de la mesure des variations, étant donné qu'on avait très peu de contrôle sur les variables qu'on mesurait parce que les choses changeaient très rapidement. Évidemment, il y avait quelques enjeux logistiques sur le plan de la collecte des données en raison de la distanciation physique, le confinement à domicile. Et aussi, on accordait la priorité à la prestation des services plutôt qu'à l'évaluation et à la mesure. Quelqu'un nous a dit, il n'y avait pas le temps de se consacrer à une planification ou une mesure rigoureuse. Nous avons aussi constaté très peu d'applications de l'amélioration qui mettaient en cause le patient ou qui mettaient à contribution le patient et ses proches aidants. Vous savez, la cadence du changement et la distanciation sociale, les confinements signifiaient que c'était difficile de faire contribuer les patients et les proches aidants. Est-ce que c'est une raison suffisante? Ce serait intéressant d'approfondir la question. Peut-être qu'on pourrait y revenir ensemble, mais c'était une des raisons qui était évoquée dans l'enquête.
Le deuxième constat important, c'est que l'amélioration a pris une forme très distincte en réaction à la crise. Notre analyse a montré que l'amélioration en période de COVID était organisée autour d'objectifs à court terme, avec des méthodes utilisées de manière flexible et parfois même partielle. Alors, c'était la manière dont les personnes puisaient dans leur expertise et même l'état d'esprit qui était le plus valorisé par opposition à des méthodes d'amélioration techniques spécifiques ou très rigides. De nouveau, cela soulève des questions intéressantes parce que bien que cette approche souple permettait aux personnes de réagir en temps voulu afin d'atteindre des objectifs rapidement, certains des répondants exprimaient des inquiétudes par rapport à la pérennité et l'efficacité de ces changements qui avaient des visées à plus court terme au départ. Troisièmement, il semble que l'amélioration est devenue plus importante, plus utile et plus stratégique dans les organismes qui avaient déjà une approche d'amélioration bien développée avant la pandémie. Alors, ces organismes avaient des approches plus étoffées et donc ils avaient utilisé des méthodes d'amélioration de la qualité pour savoir à quoi se concentrer et donc généralement, ils s'en servaient pour mobiliser le personnel et pour aider les équipes à travailler mieux ensemble. Et cela, d'ailleurs, était corroboré par une amélioration de la collaboration. Et ils étaient souvent aussi plus à même de se mettre d'accord sur l'utilisation d'une méthode, c'est-à-dire que l'équipe arrivait à une méthode systématique. Donc, une autre façon de le voir, c'est que ceux qui avaient des muscles d'amélioration individuelle et organisationnelle au préalable ont pu se servir de ces muscles avec plus de rigueur pendant la crise. Et nous pensons que ces organismes, justement, pourront maintenant faire fond sur ces changements positifs. Alors, à partir de ces trois résultats, nous avons maintenant trois recommandations pour la prochaine phase de réaction à la crise. D'abord, nous pensons que les responsables de l'amélioration et ceux qui travaillent pour eux, leurs subalternes, devraient s'appuyer sur l'élan positif de la pandémie et veiller à ce que l'amélioration joue un rôle central dans la reprise. En particulier, nous pensons qu'il faut se concentrer sur l'aspect positif de l'amélioration. Nous pensons que le pouvoir de l'amélioration pour faire participer un large éventail de points de vue du personnel et pour assurer l'adhésion au changement sera essentiel. Nous pensons que les dirigeants de l'organisme et du système doivent continuer d'offrir un contexte favorable au moyen d'un leadership habilitant, de ressources et d'un engagement à développer les capacités d'amélioration à long terme. Et il vaut sans doute le coup de passer un peu de temps à ce qu'on entend par leadership habilitant, car c'était identifié en permanence comme facteur favorable pendant la crise. Et fait intéressant, il n'y a pas de doute que les résultats de notre enquête racontent une histoire positive par rapport aux nouvelles formes de leadership qui ont émergé en période de COVID dans les équipes, les organismes et au niveau du système. Alors, nous estimions que c'était les formes de leadership qui offraient de l'autonomie aux équipes et un leadership inclusif et compatissant qui étaient identifiés comme des facteurs clés pour le changement positif. Et dans les réponses les plus détaillées des répondants, il y avait une gamme de séries qui sous-tendaient cette démarche. Par exemple, la définition d'un objectif commun, la suppression des barrières hiérarchiques ou réglementaires existantes, la fourniture de ressources et une culture délibérément plus permissive. Tout cela et concorde avec les travaux de la Fondation qui ont mis en évidence la clarté de haut en bas pour soutenir le changement positif dans la pandémie. À l'inverse, l'existence et l'intensification d'un leadership de type commandement et contrôle a été considérée comme un obstacle majeur pour un grand nombre d'organismes et de répondants à l'enquête. Et il y avait certaines craintes, d'ailleurs, par rapport à la réémergence de ce style de leadership très autoritaire à l'issue de la pandémie. Deuxièmement, nous pensons que les responsables de l'amélioration au niveau local et national doivent réfléchir aux méthodes de travail et aux solutions spécifiques élaborées pendant la pandémie qui doivent être maintenues. Il s'agit de trouver un équilibre entre les approches plus accessibles et plus souples et les approches plus rigoureuses.
Il faut trouver un équilibre, c'est-à-dire qu'il fallait des approches plus souples en période de crise, mais il faut aussi réintroduire suffisamment de rigueur dans le système, surtout dans les domaines que nous avons identifiés concernant la mesure de l'amélioration de la qualité et aussi la participation du patient et des proches aidants pour assurer la pérennité de ces changements. Troisièmement, pendant la prochaine phase de la pandémie, nous pensons que l'amélioration doit être intégrée au travail de base de manière pertinente et accessible à ceux de la première ligne. Nous pensons que cela peut se faire soit en simplifiant le langage dont on se sert ou en consolidant les méthodes, ainsi qu'en adaptant plus intentionnellement les approches d'amélioration pour qu'elles s'inscrivent dans les contraintes organisationnelles existantes. Donc, réfléchir à la capacité organisationnelle, la culture organisationnelle et tâcher d'adapter les outils d'amélioration de la qualité pour qu'ils correspondent au contexte. Et nous pensons aussi que les responsables de l'amélioration devraient galvaniser leurs efforts autour des priorités communes du système pour la prochaine phase de reprise, ainsi que la transformation des services à plus long terme. Si vous me permettez, j'aimerais mettre l'accent sur une autre question que nous avons posée dans l'enquête. Nous avons demandé aux membres de la collectivité Q quels sont les 3 enjeux qui, à votre avis, devraient être la priorité pour la communauté de l'amélioration. Je ne vais pas passer tout cela en revue, mais je vais vous présenter les faits saillants. D'abord, au Royaume-Uni, avant la pandémie, on avait l'impression que les priorités du système et les priorités de la responsable de l'amélioration s'alignaient mal. Mais je pense qu'il y a effectivement, d'après notre enquête, un alignement entre ces deux groupes. Deuxièmement, nous sommes engagés à aider les responsables de l'amélioration à contribuer plus directement aux priorités du système. Et il faut vraiment garder à l'esprit les priorités à long terme lorsqu'on pense à relever les défis à plus courte échéance de la prochaine phase de la pandémie. Par exemple, l'arriéré de chirurgie, l'épuisement professionnel. Alors, nous pensons qu'il est important de garder à l'esprit le potentiel sur le long terme en réaction à ces objectifs à plus brève échéance. Donc, comment garder dans le viseur ces objectifs à long terme? Alors, voilà pour moi. Mais avant que je ne cède la parole au panel, j'aimerais revenir à mes questions de Montefou, m'a dit. Alors à présent, je passe aux prochaines étapes de la réponse à la COVID-19. Je veux que vous acheviez ces 3 phases pour moi. Alors, préparez-vous. J'aimerais bien voir ce que vous avez à dire. Alors, première chose, quelle a été votre expérience depuis 12 à 18 mois? Quand vous pensez à la prochaine étape de réponse à la COVID-19, achevez cette phrase pour moi. Il faut en savoir plus sur. Il faut en savoir plus sur. Le changement de culture, l'approche à plus long terme. Quels sont les changements à plus long terme à prévoir? On doit se concentrer sur la pérennité. Alors, nous savons que nous avons beaucoup appris. Il faut veiller à retenir ces apprentissages et les partager, certainement avec la première ligne. Merci. Alors, Tania, n'hésitez pas si jamais quelque chose vous saute aux yeux. Sinon, je passe à la deuxième question. Alors, la deuxième question. Une chose que je compte faire différemment. Une chose que je compte faire différemment, c'est mobiliser les partenaires, approfondir les relations, beaucoup de choses plus individuelles, oui. Je vous donne encore une vingtaine de secondes. Approche différente à la prise de décision, examen continu, ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, oui. Et renforcement de la capacité, oui. Bien.
Et enfin, question un peu classique, mais j'ai bien hâte de voir ce que vous y répondrez. Quand tout a été examiné et tenté, quand tout a été examiné et tenté, il faut se concentrer sur le patient, le résident. Donc, on parle beaucoup des patients, des résidents, des proches aidants. Beaucoup de gens parlent de la centralité du patient et de ses proches dans la prise de décision et dans le reste de nos travaux. Formidable. Alors, continuez à répondre, s'il vous plaît. Mais voilà, cela conclut mes diapositives. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à présent, je me réjouis de vous entendre. Merci, Matthew, à vous et à votre équipe, à la Health Foundation. Merci d'avoir produit des travaux si importants. Vous savez, cette conversation m'a fait sourire. J'ai pris des notes également sur l'importance de l'amélioration de la reprise et le renforcement des capacités habilitantes. Merci à vous tous d'avoir participé si activement dans la boîte de clavardage. Il y a quelqu'un qui a dit célébrer les soins de longue durée et là, je ne pourrais être plus d'accord. Alors, nous allons reprendre la conversation avec nos deux autres invités pour entendre leurs expériences relativement à ce rapport dans le contexte canadien. Alors, la communication et le rapport de Matthew touchent le fait que l'amélioration a pris une forme différente pendant la pandémie. D'après ce que vous avez vu, enfin, je pense qu'on peut dire que cela trouve écho chez nous au Canada. Alors, je commence par vous, Christine. D'après votre expérience, à quoi ressemble l'amélioration de la qualité en période de pandémie et quels sont les aspects que vous aimeriez conserver dans cette période de reprise? Merci, Tania. Merci, Matthew. Et merci à Excellence en Santé Canada d'avoir organisé cette conversation. C'est un plaisir pour moi que d'être avec vous. Lorsque je regarde notre organisme, nous sommes en Ontario et nous avons 36 communautés d'établissements de soins de longue durée et de résidence de personnes âgées. À quoi ressemble l'amélioration de la qualité? Je dirais que ça ressemble à quelques points. D'abord, pour nous, cela a signifié partager des connaissances très rapidement et très simplement dans nos 36 communautés dans notre cas. Alors, comment le faire? Eh bien, à l'issue de la première vague, pendant l'été, il y a 12 mois, nous avons cumulé tout ce que nous avions appris, nous avons regardé tout ce qui s'était fait en Amérique du Nord, nous avons établi des partenariats avec d'autres exploitants et nous avons tâché de voir comment on pouvait prendre ce que avaient appris nos résidences où il y avait une éclosion pour partager les connaissances à l'approche de la deuxième vague. Donc, nous avons créé un manuel de la pandémie et ce manuel était constitué de listes de vérification très simples pour l'équipe de direction de chaque résidence. Chaque directeur recevait sa propre liste d'éclosion, qu'est-ce qu'il fallait faire, quelles étaient leurs responsabilités dans les 4 premières heures, 24 premières heures, 48 et ainsi de suite, de sorte que ils étaient préparés en cas d'éclosion. Ils avaient devant eux un outil utile et savaient ce à quoi on s'attendait de leur part. Par ailleurs, nous avons aussi mis au point des listes de vérification de l'état de préparation. Lorsque la COVID n'est pas présente, comment faire tout en son pouvoir dans tous les divers domaines comme directeur, comme dirigeant pour veiller à ce que l'on conserve la sécurité du centre dans toute la mesure du possible. Alors, on a essayé d'armer les dirigeants le plus possible avec ces outils. Et on a donné cette information d'abord aux établissements de soins de longue durée et ensuite aux résidences pour personnes âgées, car on a constaté que cela s'appliquait également aux résidences pour personnes âgées. Alors, nous avons composé des listes de vérification universelles qui étaient un peu plus difficiles dans les résidences pour personnes âgées parce qu'il y avait moins de membres du personnel. Alors, pour nous partager l'information rapidement et simplement, c'était essentiel.
par ailleurs, une fois qu'on a remis ces listes de vérification et ces outils, comment faire le suivi pour veiller à ce que les membres de l'équipe aient bien absorbé l'information? Je rejoins ce que disait Matthew, comment mesurer les résultats de cette intervention. Dans ce cas-ci, c'est là qu'il faut avoir un degré de confiance. Il se produit beaucoup de choses. Les dirigeants dans ces établissements sont confrontés à beaucoup de facteurs et assimilent aussi beaucoup d'informations. Alors, nous n'avons pas mesuré de manière scientifique, nous avons fait un suivi, mais il fallait faire preuve de souplesse, c'est-à-dire que nous étions en période de crise, donc, comme vous disiez, la mesure a parfois été un peu mise de côté. Un autre aspect important de l'amélioration de la qualité en période de pandémie, c'était de décider très rapidement et de manière collégiale comment s'attaquer à une situation lorsque beaucoup de voix et d'instances se confrontaient, et qu'il s'agisse d'équipes de PCI, d'équipes ou de prévention et de contrôle des infections, d'équipes hospitalières, d'équipes de soins de longue durée, d'équipes de santé publique. Donc, comment d'abord suivre les consignes de santé publique et ensuite prendre une de ces pratiques locales et la déployer plus largement dans l'ensemble des 36 établissements. Et au tout départ, je dirais qu'on était un peu plus hésitant par rapport à notre capacité d'être agile. Nous tâchions de suivre chaque consigne de manière très locale, mais d'ici la deuxième vague, nous étions plus confiants que s'il y avait une pratique exemplaire dans un domaine, il faudrait la déployer partout à l'échelle de nos établissements. Alors, décider rapidement et de manière collégiale, c'est ça à quoi ressemblait l'amélioration en période de pandémie. Et le deuxième domaine était la recherche de solutions à des problèmes en dehors de nos sources conventionnelles, c'est-à-dire en dehors des experts conventionnels, au-delà de la santé publique, des équipes hospitalières, au-delà de notre chaîne d'approvisionnement conventionnelle. Ces sources traditionnelles n'avaient pas toujours la réponse, donc il fallait évaluer de nouvelles possibilités. Nous avons écouté beaucoup plus attentivement les praticiens locaux, les réactions qui provenaient des établissements eux-mêmes. Donc, nous sommes devenus beaucoup plus agiles. Nous avions une approche de résolution de problèmes beaucoup plus collégiale et ouverte. Qu'est-ce qu'on aimerait conserver? Là, voilà une question qui m'intéresse beaucoup. Nous aimerions conserver un certain nombre de choses. D'abord, une hiérarchie plus horizontale. Cette pandémie, pour nous, a bien montré que le concept du leadership conventionnel ne convient plus. Le personnel de première ligne est celui qui a dû prendre des décisions au volet et, et les gestionnaires ont dû retrousser leurs manches et travailler avec eux. Et on veut que cette collégialité perdure. Un autre point qu'on aimerait conserver, la pandémie a permis de faire éclater au grand jour beaucoup d'émotions, des émotions dans nos résidences, dans notre modèle d'entreprise qui, à notre avis, à mon avis, sont essentielles. Nous sommes dans un domaine de compassion, de bienveillance. Nous avons beaucoup de règles pourtant et beaucoup de règles très strictes par rapport à notre langage. Mais nous voulons nous servir de ces émotions qui ont été ressenties et se servir de ces émotions qui ont été déchaînées pendant la pandémie pour donner un aspect plus bienveillant à notre cadre, pour mieux définir ce qu'est la qualité à l'issue de la pandémie. Je pense que nous avons été restrictifs dans le passé et comme exploitants, c'est nous qui devons défendre les intérêts de nos résidents et des membres de notre personnel. Donc, ensemble, nous pouvons définir la qualité et rendre la conversation plus inclusive. Alors voilà, je me suis un peu éternisée, mais c'est ce que nous avons vécu. Non, pas du tout. Merci, Christina. Et donc, à présent, je vais poser la même question à Jennifer. Je vais la répéter. Alors, dans votre organisme et de votre point de vue, à quoi ressemble l'amélioration en période de pandémie et quels sont les aspects que vous aimeriez conserver? Jennifer, à vous. Merci.
Alors, excusez-moi, j'ai raté une partie de la réponse de Christina parce que mon Internet était en panne. Alors, merci beaucoup de m'avoir invitée. Très heureuse de faire partie de la conversation. Merci Matthew d'avoir publié un rapport si extraordinaire. Pour nous, dans nos 3 établissements de soins de longue durée, notre réponse à la pandémie a été très similaire à l'expérience relatée dans le rapport, c'est-à-dire qu'on était vraiment dans le moment présent. Il fallait résoudre des problèmes urgents et nous devions trouver des solutions rapidement. Ce qui s'est produit ensuite, c'est que sur le plan organique, cela a permis de mobiliser les personnes qui participent directement au changement. Donc, il s'agissait de caucus, de contacts rapides avec le personnel, l'équipe, les résidents et les membres de la famille, les proches des personnes à qui on prodigue des soins. Cela nous a permis de rapidement identifier les problèmes, déterminer quels changements il fallait apporter, faire un remue-ménage, proposer des possibilités, des solutions, essayer certaines choses, s'adapter et ensuite réessayer. Et dans le moment présent, on avait l'impression de réagir à une crise, mais lorsqu'on y réfléchit après coup, ça montre bien les méthodes et les outils de l'amélioration de la qualité et leur utilité, c'est-à-dire planifier, exécuter, étudier, agir et recommencer. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite conserver? D'abord, il faut se rappeler que nous pouvons être agiles. Nous pouvons instaurer des changements de manière positive sans toute cette rigueur et cette formalité qui souvent font que les gens se rebiffent. Les gens se disent, je n'ai pas le temps. Alors, je vais en rester là, mais c'est l'essentiel de notre expérience. Merci, Jennifer. Tandis que votre Internet fonctionne, je vais vous poser la prochaine question. Alors, ceci fait fond sur les observations qui nous sont parvenues dans la boîte de clavardage concernant les conseils des patients et des familles, comment les familles et les proches aidants ont été empêchés de pénétrer dans les établissements de soins de longue durée. On sait que cela a eu un impact. Et Matthew nous disait justement que la mobilisation des patients était probablement la chose qui a été le plus mise de côté dans le cadre de la pandémie du point de vue de l'amélioration de la qualité. Alors, quels étaient les obstacles à la mobilisation des proches et des familles en période de pandémie? Et quels sont quelques moyens innovants à partir desquels on pourrait donner un nouveau souffle à la participation des patients et des proches? Merci. Vous savez, j'ai vu beaucoup d'observations dans la boîte de clavardage et je dois dire que je suis d'accord que ce fut difficile et ces obstacles sont précisément ce que vous disiez. Restrictions de visite, difficultés par rapport aux solutions concernant la technologie et difficultés avec la technologie. J'en suis l'exemple. Aujourd'hui, j'ai un problème d'Internet. Alors, ce sont très certainement les obstacles. Ce sur quoi je souhaite insister de notre point de vue, c'est que bien que la mobilisation des résidents et de leurs familles ait été un peu mise de côté, ça a été le cas au Canada, comme ça a été le cas au Royaume-Uni, d'après ce que disait Matthew. En ce qui me concerne, c'est la chose qu'on ne peut jamais revivre. Il faut continuer de mobiliser les familles et les résidents de manière significative. En période de crise, il faut convertir cette réaction de crise à une attente quotidienne par rapport à la prestation des soins et des services, car on demande aux gens qui reçoivent les soins et les services, qu'est-ce qui compte pour eux? Et ça, à mon avis, ça ne peut jamais être mis de côté. Alors, certaines des stratégies qu'on a utilisées, on a organisé les assemblées populaires virtuelles mensuellement, des bulletins de nouvelles par courriel, par courrier, communication comme texto, courriel, appel. Nous avons fait des enquêtes par rapport au programme des visiteurs essentiels. Alors, je pense que ce que la pandémie nous a enseigné, c'est que on peut trouver des moyens innovants et créatifs pour veiller à ce que
résidents, les patients et les proches soient consultés. Il n'y a pas de raison d'éviter de les faire participer à la prestation des soins et services après la pandémie. Christina, même question que je vous adresse. Eh bien, vous savez, comment veiller à ce que les résidents et les familles participent davantage à nos efforts d'amélioration de la qualité? En ce qui me concerne, cela revient au fait que nous avons créé une meilleure communication. Je pense que nous avons tissé des liens de confiance au fil des mois de la pandémie et la question devient comment faire de l'amélioration de la qualité une chose pertinente pour les résidents et leurs familles. Ce que j'ai entendu de la part de mes collègues, c'est que dans le monde pré-COVID, nous avions ces plans d'amélioration de la qualité qui se concentraient surtout sur la conformité et c'était difficile de mobiliser non seulement les résidents et leurs familles dans ces projets d'amélioration de la qualité, mais même le personnel, car c'était technique, mais la beauté de cette nouvelle façon de faire les choses, c'est que maintenant, on comprend que c'est une question de qualité de vie. Alors, lorsque vous avez un objectif si pertinent, eh bien, c'est ce qui vous permet de créer ces liens de confiance qui permettent d'ouvrir un dialogue par rapport à un objectif clair que nous partageons à présent et comment travailler ensemble pour atteindre cet objectif commun. Nous allons pouvoir faire appel à ce capital affectif que j'évoquais un peu plus tôt. Les émotions sont vives pour le moment et nous allons pouvoir les utiliser dans un dialogue structuré pour vérifier que la définition de la qualité soit pertinente pour tout le monde et que tout le monde ait envie de participer. Matthew, avez-vous quelque chose à dire sur la mobilisation des membres de la famille? Oui, justement. Ce qu'on a entendu dans le cadre de notre enquête, c'est que les gens ont fait face à des obstacles par rapport à la mobilisation. Cela est très manifeste. Cela dit, il y a des exemples plus positifs. C'était un peu un appel à l'action par rapport aux difficultés qui avaient été identifiées. Donc, les réponses se concentraient beaucoup sur la mobilisation virtuelle et à distance. Il y a d'excellents exemples de cela. C'était des approches très proactives. Alors, qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend des choses comme l'équipement, la fourniture de cet équipement, ainsi que la fourniture de formation, même envoyer quelqu'un pour configurer le matériel. Donc ça, c'est un exemple d'une approche très proactive. Mais quand je pense aux moyens par lesquels on peut adapter ces outils qui fonctionnent très bien, on le sait, pensez aux moyens par lesquels on peut adapter les moyens conventionnels à une formule plus virtuelle. Et un autre exemple, et cela ne remplacera jamais la mobilisation en personne, mais il y a un travail qui a été fait par rapport aux consultations virtuelles partout en Écosse, qui s'appelle NHS Near Me. Et dans ce contexte, on a fait une consultation du grand public pour essayer d'encourager la population à se tourner vers les consultations virtuelles. Alors, il s'agit, je pense, de mobiliser le grand public parfois dans ces efforts. Bon, ce sont quelques exemples que je souhaitais partager. Merci. Christina, vous avez quelque chose à ajouter? J'allais vous poser la prochaine question. Oui, bien, j'ai vu dans la boîte de clavardage comment définir la qualité de vie. C'est une magnifique expression, ça représente beaucoup de choses et en ce qui me concerne, ça commence par le fait que comme exploitant, nous devons être au chevet du patient.
on doit comprendre l'expérience vécue de ce résident 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comment se sent cette personne? À quoi ressemble sa journée? Est-ce que cette personne a de l'espoir? Est-ce qu'elle se réjouit de se réveiller le lendemain matin? Est-ce qu'elle participe activement à sa vie quotidienne? Les deux secteurs, à la fois des établissements de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées, se sont trop attachés aux soins que l'on prodigue aux patients pour lui. Fallait surtout éviter que le patient ne fasse quelque chose lui-même, ou le résident ne fasse quelque chose pour lui-même. Et pourtant, les résidents doivent demeurer actifs. Il faut que ce soit le cas tous les jours. Alors, Tania, je rejoins un peu votre question. Comment changer l'amélioration de la qualité à l'avenir? Eh bien, moi, j'aimerais que l'on prenne un peu de recul. Il y a quelques années, l'approche Lean, centrée sur le client, était une discussion importante en soins de santé. C'était en 2014 jusqu'en 2017. La Colombie-Britannique déployait les réflexions Lean, l'Ontario un peu moins. Je pense que la Saskatchewan s'y intéressait beaucoup. On ne parle plus de Lean depuis très longtemps. Lean, ça signifiait habiliter tous les membres du personnel, mais aussi les résidents et les membres des familles pour qu'ils réfléchissent à ce qui ajoute de la valeur et ce qui n'ajoute pas de valeur dans tous les processus de toutes les journées, du point de vue du résident, du point de vue de sa famille et du point de vue du personnel. Il faut donner au personnel d'abord les outils nécessaires pour identifier le gaspillage, qu'est-ce qui n'ajoute pas de valeur et comment peut-il se sentir à l'aise d'en parler. Alors, je pense qu'il faut passer de cette approche très hiérarchisée à une approche plus lean, où chacun met la main à la pâte. C'est une méthodologie très simple et j'aimerais vraiment que lean refasse son apparition à l'issue de la COVID. Alors, j'espère que j'ai répondu à la question. Oui, c'est formidable, Christina. J'allais justement vous poser la question, une question qui a été posée par Aaron dans la boîte de clavardage. Je vais donc la relire pour Jennifer. La question était, comment veiller à ne pas perdre de vue la qualité de vie qui doit être à la base de l'amélioration de la qualité dans une période où on est en situation de crise d'urgence. Et si vous me permettez, je rajouterai comment rendre l'amélioration de la qualité plus accessible à l'avenir. C'est une question très importante. J'ai vu quelqu'un d'autre faire un commentaire justement dans la boîte de clavardage. On disait comment avoir la capacité de rester concentré là-dessus. Eh bien, il faut déplacer le pouvoir vers le résident, vers le patient et laisser le patient et sa famille s'exprimer. Comment le fait-on au niveau de l'organisation? Eh bien, il s'agit de respecter notre raison d'être. Et cette raison d'être doit être commune. Et à mon avis, c'est ce qui rendra la chose accessible. Cette raison d'être doit être exprimée en langage clair, comme qualité de vie, centrée sur le résident ou la personne. C'est ce qui nous permet de réfléchir à ce que nous faisons et d'appliquer ces questions. Est-ce que ce résident s'est fait entendre? C'est la base. Est-ce équitable? Est-ce fiable? En ce sens que si on veut mettre ce changement à l'échelle, comment appliquer ce changement positif dans d'autres organisations? Alors, comment ne pas perdre de vue la qualité de vie et la voix du résident, du patient? Eh bien, c'est qu'ils doivent toujours faire partie de la conversation. Notre raison d'être doit toujours être au centre de nos activités et toutes nos activités doivent être centrées sur le patient, le résident. Et il faut simplifier les méthodes pour répondre à la question sur l'accessibilité. Comment? Lorsque c'est trop complexe ou qu'on a l'impression que c'est trop complexe, trop urgent, c'est facile de dire non, on n'a pas le temps. Si c'est simple,
C'est-à-dire, est-ce qu'on a écouté le résident? Est-ce qu'on a posé la question au résident? Est-ce qu'on est suffisamment curieux? Est-ce qu'on pose des questions? À mon avis, ça nous permet d'observer autour de nous et de voir est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'on s'oriente vers la réussite pour le système, pour le personnel et pour le résident et sa famille? Avez-vous quelque chose à ajouter, Matthew, concernant l'accessibilité, de l'amélioration de la qualité? Non? Bon. Je voulais également reprendre le concept du leadership. Dans votre rapport, Matthew, vous évoquez le fait qu'il fallait habiliter la base, les équipes de la base qui doivent pouvoir prendre des décisions. Votre rapport l'évoquait. Alors, je vais d'abord céder la parole à Jennifer. Quelle a été votre expérience pendant la pandémie? Est-ce qu'il y a une délégation du pouvoir? Est-ce que c'était un mode de contrôle très hiérarchisé? Est-ce que ça n'était pas très efficace en période de pandémie? Quels sont les aspects plus positifs du leadership que vous souhaitez conserver post-pandémie dans cette période de reprise? Alors, nous allons céder la parole à Christina, car je crois que Jennifer a peut-être de nouveau des ennuis avec son Internet. Pour nous, au début, Tania, je dois dire que l'instinct est un peu de contrôler, de commander dans toute la mesure du possible. On veut sauver la vie des gens, ce qui est la priorité numéro un. Maintenir la vie, c'est le premier mandat, mais ensuite, il faut évoluer. Il faut essayer de préserver la qualité et avoir un modèle de vie différent de celui qu'on connaissait. Alors, comment le faire? Eh bien, je pense qu'il faut se servir de cette hiérarchie plus horizontale pour reconnaître auprès de notre personnel que leurs solutions et leur point de vue comptent. Il s'agit d'inverser le concept, c'est-à-dire que les réponses viennent toujours d'en haut et il faut à présent permettre à ces réponses de provenir de la base, du personnel. Mais il faut effectivement une approche et une culture qui le favorise. On ne peut pas simplement le dire. Bon, à présent, nous allons écouter le personnel et leur donner plus de pouvoir. Non, il faut prêcher par l'exemple. Surtout en Ontario, en établissement de soins de longue durée, je ne pense pas que ce modèle très agile soit un modèle que l'on connaissait avant la pandémie. Alors, il faudra vraiment planter des graines une après l'autre et présenter des exemples de cas où les améliorations pilotées par les résidents, leurs familles et le personnel réussissent et sont mises à l'échelle. La pandémie nous a aidés à démanteler cette cloison, c'est-à-dire il y avait le résident, il y avait sa famille et ensuite il y avait le personnel. On comprend maintenant que nous sommes un tout. C'est un excellent point de départ. Merci. Matthew, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, si vous permettez. La question du leadership, j'aimerais l'évoquer parce qu'on en a beaucoup parlé dans le cadre de notre rapport. C'est manifestement un facteur favorable au changement pendant la pandémie. Comme je le disais un peu plus tôt, je pense qu'il y a un récit très positif à raconter à cet effet. D'ailleurs, au Royaume-Uni, il y a de nouvelles formes des leaderships qui ont émergé durant cette pandémie. Je pense que ça vaut peut-être la peine d'un peu approfondir la question. Certaines personnes nous ont dit qu'ils voulaient surtout la permission, c'est-à-dire que les dirigeants sont sortis des plates-bandes de la base. Mais je pense qu'on veut plus de nos leaders, tout simplement qu'ils nous laissent les coudées franches. Je pense
On parle également de formation, de ressources pour prendre de bonnes décisions. Il faut effectivement la permission, oui, mais il faut le temps, il faut le réseau, il faut la possibilité de partager vos idées, d'apprendre des autres, d'essayer certaines choses et d'échouer. Alors, je pense que c'est bien plus que simplement d'avoir la permission, quoique c'est un élément fondamental. Je pense qu'il y a certaines dimensions très proactives qui permettent d'habiliter la base. Merci. Alors, Jennifer, les dernières réflexions seront les vôtres. Avez-vous observé quelque chose de positif pendant la pandémie? Que voulez-vous nous dire en terminant? Merci, désolée, je dois éteindre ma vidéo car j'ai trop de difficultés avec le débit de mon Internet. Alors, ce que Matthew évoquait, c'est un changement de culture en ce qui me concerne. La clarté de la raison d'être, je ne saurais trop insister là-dessus. Si tout le monde rame dans le même sens, dans le même objectif, c'est-à-dire soins centrés sur le résident, sur la personne, cela nous donne la permission d'essayer des choses, cela nous donne la souplesse nécessaire. Et si on échoue, on a la possibilité de corriger le tir, toujours avec cette volonté d'atteindre cet objectif commun. Il faut se rappeler aussi que le changement de culture ne se produit pas du jour au lendemain. Il faut donc passer en revue les réussites qu'on a connues pendant la pandémie et aussi les choses qui ont échoué. Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Et comment peut-on inscrire cela dans nos projets d'avenir, sachant qu'il faut continuer d'en parler, continuer de donner les permissions, continuer de célébrer quand on a la possibilité de le faire. Et c'est ainsi qu'on instaurera ce changement de culture. Christina, je vous donne 30 secondes. Je vois certaines questions. Comment traiter de la qualité de vie? Eh bien, je pense qu'il faut se mettre au défi. C'est-à-dire qu'il faut voir les résidents non pas comme des personnes qui sont définies par leur maladie. Les résidents sont trop souvent définis par leurs limites et non pas par qui ils sont. Il y a une grande humanité dans tous les résidents, qu'ils soient en établissement de soins de longue durée ou en maison de retraite. Je pense qu'il faut absolument les voir ainsi et c'est ce qui nous permettra d'amorcer une nouvelle ère dans leur traitement. Ah, c'était une remarque brillante sur laquelle nous allons pouvoir conclure. Merci. Merci à tous nos participants aussi dans la boîte de clavardage. Je suis très heureuse de voir que cette séance vous a beaucoup plu. Nous apprécions beaucoup la conversation très nourrie de la boîte de clavardage. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Alors, je souhaitais vous signaler que nous sommes en train de mettre au point notre stratégie pour ce programme. Donc, nous allons continuer d'avancer et de prendre votre rétroaction dans le cadre de ces réflexions. Par ailleurs, nous avons une série plein feu le 20 juillet. Soins palliatifs à domicile dans la communauté, façonner l'avenir à partir des leçons retenues de la pandémie de COVID-19. C'est un rapport que nous venons de publier et donc nous allons l'approfondir dans ce webinaire la semaine prochaine. Le 16 août, nous avons le prochain webinaire sur les prochaines étapes de la réponse à la COVID-19. Dr Samir Sinha et son équipe de Toronto qui pilotent des normes nationales en matière de soins de longue durée vont nous présenter un aperçu de leurs travaux jusqu'à présent et nous donner un calendrier de la suite des choses parce qu'il y a des enquêtes en cours. Et nous allons également avoir un module d'apprentissage du programme Essentiel Ensemble. Ce sont des ressources qui aident les organismes à accueillir les partenaires de soins essentiels au sein des équipes soignantes. Alors, consultez cette page de notre site web. Et ensuite, I4 Launchpad, un concours mettant de l'avant les innovations qui améliorent les soins communautaires. Launchpad est un nouveau concours pour les prestataires chercheurs qui
quiconque s'intéresse à l'amélioration de qualité, qui a des idées innovantes en vue d'encourager les soins communautaires, l'équité et la santé mentale. Alors, il y a une possibilité de financement, ne la ratez pas. Alors, merci à tous d'avoir participé à l'appel d'aujourd'hui. Écrivez-nous si vous avez des questions. Ce fut un plaisir d'avoir cette conversation avec vous tous. Merci.